Salut et bienvenue au comptoir de la guilde. Je suis Xav et je suis avec Bilzy Salut! et avec Agent Cobra. Salut! Et aujourd'hui, on va vous parler de Donjons et Dragons. Comme vous l'avez entendu, on va vous parler de Donjons et Dragons. Et la première partie va être nos expériences concernant le jeu. Et Bilzy, je te laisse commencer. Moi j'ai commencé avec Donjons et Dragons 3.5 et Pathfinder qui est tiré de cette édition. On en reparlera après de Pathfinder qui est un autre jeu. Et aussi de la 3.5 d'ailleurs, parce que c'est un nombre un peu bizarre, mais ne vous inquiétez pas, on va tout vous expliquer. Voilà, j'ai joué à Donjons et Dragons 5, qui a quasiment 10 ans maintenant, qui est la dernière en date. Quel spoiler! Et j'ai joué à AD&D 2. On parlera d'AD&D aussi, parce qu'il y a eu des petits trucs un peu bizarres aussi à ce Parce niveau-là. que maintenant, il n'y a plus que des chiffres et aussi des lettres. Voilà. Donc j'ai quand même pas mal joué à Donjons et Dragons. Au final. Ok. Agent Cobra? Moi, je suis plus débutant, hein. J'ai fait que la 5e édition, hein. Et là, je suis en train de jouer une campagne avec un ami, donc voilà, je suis assez débutant sur le sujet. Ok. Moi, au niveau pur jeu de rôle, j'ai joué qu'à la 5e édition, en plus de Pathfinder, la première et la deuxième édition de Pathfinder. Mais donc, niveau purement Donjons et Dragons que la 5e édition, par contre, j'ai joué à des jeux tels que Baldur's Gate, notamment le 1 et le 2, qui font intervenir donc des anciennes éditions de Donjons et Dragons. Je suis autant joueur que maître de jeu. J'ai fait des parties en physique, en distanciel, et donc actuellement j'ai une campagne en tant que maître de jeu sur la Tombe de l'Annihilation. C'est un jeu qui est quand même un petit peu difficile à comparer quand même. On a eu quelques difficultés à préparer cet épisode, et notamment parce que c'est un peu le jeu de rôle euh, auquel on compare tous les autres. Et donc du coup, pour comparer ce jeu de rôle, ben, il faut le comparer à d'autres, et c'est un petit peu compliqué comme c'est la référence. Pour que vous compreniez un petit peu la philosophie du jeu, on va vous parler un petit peu de son historique. Il y a eu plusieurs éditions à Donjons et Dragons. On dit qu'on est à la 5e. En réalité, vous allez voir que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Tout d'abord, le jeu a été publié en 1974 et vient en réalité d'un wargame qui a été déformé. Ce wargame s'appelle Chainmail et donc c'est un jeu de figurines. Et le but c'était de le déformer et à la place d'incarner toute une armée de personnages, d'incarner un personnage, de le faire vivre avec ses aventures et donc d'avoir un peu plus cet aspect de personnalité. C'est notamment Gary Gygax qui justement a fait Chainmail qui a travaillé sur Donjons et Dragons. 3 ans plus tard, en 1977, la société qui le publie, qui s'appelle TSR, Tactical Studies Rules, excusez-moi pour le bafouillage, donc ils ont sorti des règles avancées qui s'appellent Advanced Donjons et Dragons, ou bien AD&D. On parle d'AD&D, en fait, c'est à l'édition de 77 de référence. Il est toujours considéré comme de la première édition. La deuxième édition arrivait bien plus tard, elle est arrivée en 89 sous le nom de AD&D 2, donc la deuxième édition, enfin, Advanced Donjons et Dragons. Et il y a eu des règles supplémentaires qui sont arrivées en 95, et c'est généralement ce qu'on appelle AD&D 2.5. Ensuite, il y a eu le rachat de TSR par Wizard of the Coast. Wizard of the Coast, c'est une maison d'édition qui notamment édite les cartes Magic the Gathering. Et ils ont voulu faire leur propre édition. Donc en 2000, ils ont sorti Donjons et Dragons 3, puis Donjons et Dragons 3.5 en 2003. C'est la 3.5, une édition qui était assez populaire. Et donc du coup, quand ils ont sorti en 2008 la quatrième édition, il y a eu un petit peu un raz-de-marée, parce qu'il y a des fans qui n'étaient pas contents de cette quatrième édition. Et ça a créé un schisme dans la communauté. Et un de ces schismes-là, c'est notamment la société Paizo, qui a commencé à éditer son propre jeu qui s'appelle Pathfinder, dont il y a 2 éditions actuellement, et qui se base sur les règles de la 3.5 et qui développe certaines choses spécifiques et qui livre son côté. Donc il y a eu un passage à vide durant cette quatrième édition jusqu'à la sortie de la cinquième qui a eu lieu en 2014. Ici, on va beaucoup plus vous parler de cette quatrième édition parce que c'est encore l'édition actuelle. Cinquième La édition. cinquième édition, excusez-moi. La cinquième, parce que c'est encore l'édition actuelle. Elle a 10 ans, mais elle continue à vivre jusqu'à ce qu'une nouvelle sorte. Il y a une nouvelle qui est prévue, mais on ne sait pas encore quand est-ce qu'elle va sortir.
Et donc, en termes de matériel publié, il y a eu d'abord un triptyque d'ouvrages publiés par Wizards. C'est ça Euh, exactement, oui. donc, d'abord, donc, ce qu'on appelle le manuel du joueur, donc le Player's Handbook en anglais, qu'on va appeler des fois PHB pour abréger, C'est ça. qui est le livre de règles de base en fait. Il va y avoir les classes, tout ce qui est classe, race, règles de base du jeu. Voilà, tous les trucs de base, et même on considère que ce livre-là, c'est le livre de base, même pour les maîtres de jeu. Hmm. On considère vraiment que le guide du maître, qui est justement le deuxième livre du triptyque, arrive seulement après, et que pour me jeter, on a uniquement besoin du PHB, du manuel des joueurs. Et du coup, le guide du maître, il rajoute quoi? Il va rajouter des règles parfois optionnelles, parfois des personnalisations ou des trucs un petit peu particuliers. Il va y avoir des règles par exemple sur les objets magiques. Si vous voulez créer des objets magiques, vous n'êtes pas obligé d'avoir les règles sur les objets magiques, notamment si vous jouez une campagne déjà écrite. La campagne parfois va vous donner directement des objets magiques à utiliser. C'est pas forcément nécessaire, mais ça rajoute des choses. Ça va vous parler aussi pas mal de l'univers. Voilà. Et encore une fois, si vous jouez une campagne qui est déjà écrite, la partie de l'univers que vous allez jouer va déjà être décrite dans la campagne en elle-même. Ou il y a d'autres livres qui un peu le préciser. Et pour compléter le triptyque, tu as ce qui s'appelle le bestiaire, un peu le guide des monstres, qui vient finir et compléter cet ensemble. Voilà, donc ça s'appelle le Manuel des monstres. Et donc ces trois livres permettent effectivement, ce sont les livres de base pour jouer à Donjons et Dragons. Le Manuel des monstres va reprendre justement les stat blocks, toutes les caractéristiques en fait des monstres que vous pouvez jouer. Et aussi, il va y avoir beaucoup d'illustrations et il va y avoir la philosophie des monstres, comment ils se comportent. Voilà, c'est pas que des statistiques. Il y a aussi dans quel environnement on le rencontre, comment il va se comporter. Intéressant pour jouer les monstres, tout simplement. Et il me semble, si tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais qu'il y avait aussi un écran avec le triptyque. Oui, il y a plein d'écrans dans Donjons et Hmm. Dragons. Il y en a plein qui sont sortis au fur et à mesure du temps. Et l'écran de base, il s'appelle Réincarné. Et ensuite, il va y avoir des écrans pour certains livres de campagne. On va parler. Juste avant de passer sur ça, un petit truc à préciser, c'est que donc, ces livres sont sortis en 2014 en anglais, mais ils sont arrivés que plus tard en français, il me semble en 2017, quand Black Book a eu les droits pour le traduire. Donc ils sont arrivés un peu plus tard, il y a eu quand même un délai assez important pour les avoir en France. Sachant qu'avant, on avait la quatrième édition qui était pas populaire du tout. Exactement, ouais. Et donc peut-être qu'ils se sont dit, voilà, le marché français, il est assez restreint, on va préférer traduire les choses en anglais, en espagnol. Regardez si cette édition marche avant de penser. Donc du coup, dans un premier temps, c'est Black Book Edition qui a eu les droits de traduction, et ensuite, il y a eu une reprise par Wizard of the Coast, ce qui va expliquer certaines choses dont on va vous parler maintenant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu, à l'heure actuelle où on vous parle, il y a 46 objets, pas forcément des livres, mais livres, si vous voulez, qui sont sortis en anglais, en version originale, et 19 seulement sont sortis en version française. C'est une gamme qui est encore en vie, et donc du coup, il y a des choses qui vont encore sortir cette année, que ce soit en anglais ou en français. Et malheureusement pour nous, en français, il y a des éléments qui ne sont plus publiés, et notamment des livres qui étaient publiés par Black Book Edition. Je pense notamment à Descente en Averne, La Tombe de l'Annihilation, les deux campagnes, voilà, les deux campagnes Waterdeep, ou même il y a un setting qui s'appelle toc toc toc, qui s'appelle Le Guide des Aventuriers de la Côte des Épées. Oui, j'ai triché pour dire ce nom-là, je l'ai devant moi dans une bibliothèque. Et donc, justement, quels sont les différents livres qui existent? Donc, il y a des campagnes, comme je viens de vous parler. Des campagnes, qu'est-ce que c'est, pour ceux qui ne connaisseraient pas? Eh ben, c'est un livre dans lequel vous avez toute une suite d'aventures qui permettent de monter généralement du niveau 1 à un autre niveau. Ça peut être 8, ça peut être 11, ça peut être 20. Alors, pas d'aventure qui permet de monter jusqu'au niveau 20. Même si c'est prévu, je crois. C'est prévu justement pour sortir cette année. Ah, super. Voilà, en mai en anglais et en novembre en français, normalement. Il y a des campagnes que vous connaissez, vous? Alors moi, j'ai jamais fait de campagne dans Donjons Dragon 5 en tant que joueur. Même si j'en ai eu. Enfin, je t'ai vu toi faire la tombe de l'annihilation, tu m'en as parlé.
mais j'y ai pas joué. C'est tout. Voilà. Ok, d'accord. Moi, là, je suis en train de jouer en tant que joueur sur une campagne qui s'appelle La Tombe de l'Annihilation. Donc, c'est ma première campagne sur laquelle je joue. Non, j'ai déjà joué à des livrets d'initiation ou d'autres éléments. Ok. Donc, ce qu'il y a de bien avec chaque campagne de Donjons et Dragons, c'est qu'elles abordent des thèmes complètement différents. La tombe de l'annihilation, il va beaucoup y avoir du mort, de la mort, des dinosaures, de l'exploration, de la jungle. Mm. Descente en Averne, par exemple, ça va plutôt être un voyage dans les enfers. Il va y avoir Par-delà le carnaval de Sorcelume, qui va être une aventure en féerie. Le but, c'est d'aller en féerie, de retrouver des choses, et donc du coup d'interagir avec des personnages plutôt chaotiques, du coup, et même un paysage très changeant. Euh, Il y a des parties, enfin, il y a des campagnes qui sont plutôt liées aux dragons. Il y a des campagnes qui vont être plutôt une enquête sur un vol. Donc, je parle du vol des dragons, de Waterdeep. Il va y avoir des recueils d'aventures. Les recueils d'aventures, c'est un petit peu différent. Ce sont des aventures qui peuvent éventuellement être jouées les unes à la suite des autres, mais qui peuvent aussi être jouées de façon totalement déconnectée. On peut prendre une aventure et la jouer dans une autre campagne, ou jouer dans sa propre campagne qu'on écrit toute seule. Tout seul. Il y a 4 recueils qui sont sortis en anglais, 3 en Candlekeep Mystery, n'est pas sorti en version française, Peut-être un jour. peut-être un jour éventuellement. Et justement, le dernier livre qui est sorti actuellement, qui sont Les Clés du Verrou d'Or, qui est sorti en français euh, hier, en fait, et ben, c'est justement un recueil d'aventures sur le thème du cambriolage. Hier, au moment de l'enregistrement. Ouais, On est le 16 mars. il est sorti le 15 mars, effectivement. En plus de ces livres, bien sûr, il y a des boîtes d'initiation, donc tu en as un peu parlé, Bastien. Oui, 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 c'est ça. Donc, moi, c'était sur l'île des tempêtes, il me semble, le titre. Les Dragons de l'île Voilà, des Tempêtes, c'est de l'île ça. aux Tempêtes. Voilà. Donc, c'était une aventure plus qu'une campagne, mais c'était assez sympathique à jouer, à prendre en main. Donc, c'est cool. Ouais, donc effectivement, il y a 3 boîtes, il y a 2 boîtes d'initiation, une boîte qui s'appelle l'essentiel, qui permettent justement d'introduire facilement des personnes au jeu de rôle. Et même si vous êtes un MJ débutant, ce sont des boîtes qu'on peut vous conseiller. Elles sont faciles à me jeter. Les aventures dedans sont pas mal. Vous avez aussi un écran dans les boîtes et totalement du matériel qu'on pourrait vous conseiller. Surtout les Dragons de l'île aux Tempêtes, elle est vraiment super, moi j'y joue aussi. Tu me l'as fait jouer aussi. Et il y a vraiment une aventure très bien construite, avec des enjeux très sympas et des PNJ très cool à voir. Euh, alors que l'essentiel, je suis un peu moins fan de ce qu'ils proposent. L'essentiel, c'est un petit peu différent parce que il va y avoir plus de contenu en termes d'aventure, mais ils vont être un peu plus déconnectés Oui, les uns des il y a un autres. côté tableau de quête en fait. T'arrives dans la taverne, tu choisis ta quête et puis tu vas la faire. Alors que bah, dans les dragons de la côte, enfin, de l'île aux tempêtes, il y a vraiment une aventure complète qui va jusqu'au niveau 3 Oui, tu peux même considérer que tu passes au niveau 4 à à la la fin. fin, à Ouais. la toute fin, et donc du coup, tu pourrais enchaîner sur d'autres campagnes plus longues qui justement souvent démarrent au niveau 1, mais ont toujours une option pour démarrer à partir du niveau 4 ou même permet d'enchaîner comme ça, dire ok, on se lance dans une aventure qui dure voilà 3 sessions, parce que globalement, les Dragons de l'île aux Tempêtes, ça dure 3 sessions, il y a 3 quêtes. Et ensuite, si ça plaît au groupe, eh ben, on peut enchaîner sur une campagne un peu plus longue et qui leur plaît. En plus de ces livres-là, on peut aussi compter des setups de campagne. Des setups de campagne, ça va être des livres qui vont décrire un univers principalement. Donc, on en a moins, on n'a que 2 qui sont en français. Celui sur la Côte des Épées, justement. En anglais, il y en a 9, il y en a beaucoup plus. Ravnica, Strixhaven pour les joueurs de Magic. Il y a du Eberron, il y en a forcément tous en tête. Et en plus, il y a bien sûr, peut-être les plus importants, il y a des suppléments. Les suppléments, par exemple, le Chaudron des Merveilles de Tasha, il va rajouter des archétypes de classes. Ils peuvent rajouter aussi des classes à jouer. Ils peuvent rajouter des sorts. Ils rajoutent des options pour les personnages. Et ce sont des livres qui sont super bien à voir parce que vous pouvez jouer
plus de trucs et ça donne un renouveau dans le. Nous avons pu voir là ensemble l'étendue de l'univers des ressources disponibles officielles de Donjons et Dragons, mais il faut aussi ne pas oublier qu'il y a tout l'imaginaire des joueurs. Oui, effectivement, et il y a beaucoup de matériel qui est publié justement par des éditeurs tiers qui utilisent la licence ouverte pour publier du contenu. Alors, il y en a beaucoup en anglais, bien sûr, et il y a beaucoup de petites boîtes qui tournent grâce à ça. On en a aussi en français. Vous pourrez voir des Kickstarter ou des Game on Tabletop sur des choses qui sont compatibles 5e et du matériel vraiment qui est publié, qui est du matériel de qualité aussi. Qui va étendre, qui va proposer certaines règles en plus pour du voyage, pour incarner une race en particulier. On a par exemple tout un truc sur l'ascension des Drow, par exemple. Euh, et ça permet d'étendre encore plus et de jouer dans un univers particulier avec des règles en plus et d'avoir une expérience qui est vraiment personnalisée de Donjons et Dragons. Cette licence ouverte née en 2000, et c'est ce qui a permis à Pathfinder d'être créé. Donc ils ont commencé leur jeu sous cette licence-là, en utilisant beaucoup de terminologie de Donjons et Dragons, parce que dans l'univers de Pathfinder, on retrouve des Drow, on retrouve des oursibous, ce genre de choses. Donc là, se sont séparés de l'OGL récemment, mais par exemple, ils continuent de sortir des aventures compatibles Donjons et Dragons 5. Donc là, par exemple, il y a pas longtemps, ils ont ressorti leur campagne de première édition de Pathfinder qui était Kingmaker. Ils l'ont rendu compatible Donjons et Dragons 5 et Pathfinder 2. Mm. Même les concurrents continuent de publier sur Donjons et Dragons 5. Ouais, effectivement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'univers ne s'arrête pas qu'au jeu de rôle. C'est une licence qui est bien sûr transmédia, comme beaucoup de licences très connues du jeu de rôle. Il y a notamment des jeux vidéo. Ça paraît un peu naturel dans notre monde avec beaucoup de CRPG inscrits en CRPG. Avec notamment. Baldur's Gate Baldur's Voilà. Gate 3, là, récemment. Voilà, donc Baldur's Gate 1 et 2 qui étaient sur des anciennes éditions de Donjons et Dragons et Baldur's Gate 3 utilisent des règles de la 5e édition qui sont adaptées pour que ce soit un peu plus fun en jeu vidéo, pour que ce soit adapté. Bien sûr, il y a aussi d'autres jeux qui l'utilisent, du Neverwinter, pas mal, on va pas forcément tous vous les citer. Il y a des jeux aussi qui du coup prennent les règles mais sortent de l'univers de Donjons et Dragons, comme Solasta. Voilà, par exemple, c'est un très bon jeu aussi, un très bon CRPG. Tout ça, Français d'ailleurs. tout ça, c'est fait pour essayer d'appâter le joueur à venir essayer de jouer au jeu d'origine. Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément, Solasta, par exemple, c'est des éditeurs tiers, en fait. Ils utilisent l'OGL. C'est pas comme Baldur's Gate 3, où ils ont vraiment la licence Donjons et Dragons avec la Côte des Épées et compagnie. Là, ils utilisent l'OGL de la même façon qu'un éditeur tiers pour publier du contenu de jeux de rôle compatible 5e édition. Et bien sûr, il y a aussi des films. Ah oui, c'est vrai. Récemment, il y a déjà peut-être un an ou deux, peut-être. J'ai déjà oublié, ça fait combien de temps, mais Il me semble que ça fait un poil plus d'un an. Il est sorti en début 2023. Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs. Ouais, c'est ça. C'est ça. Excellent Super film. Ah oui. C'est Voilà. dommage qu'il ait pas trop bien marché au box-office, mais Voilà. Espérons avoir une suite un jour, même si c'est pas forcément gagné. Et il y a eu d'autres films avant on va pas forcément trop en parler. on va dire qu'ils n'ont pas eu la même réception. Bah, disons qu'il n'était pas de la même qualité non plus. Mais voilà, il y a aussi bien sûr des jeux de plateau qui existent, Donjons et Dragons. Vous trouverez des figurines. Il n'y a pas de jeu de figurines à proprement parler dans l'univers de Donjons et Dragons, mais vous avez des figurines qui vous permettront de jouer aussi aux jeux de rôle. C'est comme ça qu'a commencé Warhammer. Hein. Games Workshop, l'entreprise qui fait Warhammer, a commencé en distribuant Donjons et Dragons et en faisant des figurines pour Donjons et Dragons, avant de se dire qu'ils se feraient beaucoup plus de pognon en vendant leur propre jeu. Et aux États-Unis, les joueurs ont beaucoup plus l'habitude de jouer avec des figurines que nous on l'a en France en fait. Ils sont beaucoup plus friands d'avoir des figurines, d'avoir des cartes sur lesquelles faire les batailles, alors que nous on a une expérience d'un jeu un peu plus narratif quand même. C'est une division qu'on voit beaucoup dans le jeu de rôle en général entre le jeu de rôle américain et européen. C'est vrai qu'aux États-Unis, ils ont un côté très jeu de société en fait dans leur jeu de rôle. Ils ont besoin palper, d'avoir ouais. des figurines, Mmh. voilà. C'est vrai que du coup en Europe, même quand on voit les jeux de rôle européens qui sortent, c'est beaucoup moins ludique entre guillemets. Il y a beaucoup plus de narration. Et Parce qu'on a plus d'imagination, c'est tout. d'ailleurs, Donjons et Dragons, c'est beaucoup plus une institution aux États-Unis
Parce que là-bas, jeu de rôle, c'est limite synonyme de Donjons et Dragons, Oui. alors que chez nous, on a une diversité qui est un peu plus importante. Donjons et Dragons reste un standard, ça reste un très classique, La et référence même. voilà la référence, mais on va avoir une multitude de jeux, et je pense que les joueurs européens en général vont avoir une diversité de jeux plus importante que... Oui, j'ai jamais vu en France quelqu'un me dire Donjons et Dragons pour un synonyme de jeu de rôle, alors que des Américains, en fait, c'est Let's Play D&D, c'est vraiment on va faire du jeu de rôle en fait. Exactement. Et pareil, ils disent tous DM pour Dungeon Master, c'est vraiment rentré dans le truc, même pour d'autres jeux, alors que en France, je vois peu de gens dire maître du donjon, Ouais, c'est plutôt maître de maître jeu. de jeu ou maîtresse de cérémonie, comme dans City of Mist. Oui, j'ai réussi à le placer. Et maintenant, on va vous parler un peu plus du système pour que vous sachiez comment on joue à Donjons et Dragons. Le truc de base, c'est le D20, un dé à 20 faces. Et le jet que vous allez tout le temps faire, c'est lancer votre D20 et ajouter un modificateur de caractéristiques, et éventuellement un bonus de maîtrise que vous avez en plus. Voilà. 80% du système, vous venez de le comprendre. Ensuite, il y a des choses qui viennent se rajouter par-dessus. Globalement, c'est facile. Jetez un dé et faites beaucoup. Voilà. Jeter un dé, c'est souvent le même dé, et faites beaucoup. Il peut y avoir d'autres dés qui interviennent principalement pour les jets de dégâts, mais tout ce qui est les compétences, les jets de sauvegarde. Donc, les jets de sauvegarde, c'est plutôt des jets pour éviter des situations un peu difficiles, éviter des dégâts. C'est pareil, ça va se faire au D20. Des jets de compétences, c'est au D20. Les jets de compétences, donc c'est si vous voulez charmer quelqu'un, si vous voulez jouer de la musique, si vous voulez être discret, vous allez faire des jets de compétences. Ou des jets de caractéristiques pures, si jamais il n'y a pas de compétence qui est associée par rapport à l'action que vous voulez faire. Vous voulez casser des menottes, par exemple, c'est un jet de force pure. D'accord, et on doit être au-dessus du degré. Exactement, donc il y a un degré de difficulté qui est fixé soit par le scénario, soit par le maître de jeu. Et on doit être égal ou supérieur au degré de difficulté avec ce résultat-là pour réussir l'action qu'on veut faire. Il y a deux résultats qui sont un peu spécifiques, c'est de faire 1 ou de faire 20. Là, on considère que faire 1, c'est un échec critique, donc vous ratez forcément l'action que vous voulez faire, même si vous avez plus 15 en bonus, et si vous faites 20, vous réussissez l'action que vous voulez faire. Même si vous avez moins 15. Même si vous avez moins 15 et que l'action est très compliquée. Parfois, c'est au maître de jeu de ne pas vous faire lancer le dé si jamais l'action est trop difficile. Mais Comme ça, c'est le comme... bard qui veut séduire le dragon, par exemple. Voilà, mais ça, c'est comme dans tous les jeux de toute façon, hein. Si à un moment, vous, en tant que maître de jeu, vous faites lancer un dé à vos joueurs, enfin, je veux dire qu'il y a une chance qu'ils réussissent. 5%. Voilà. Ouais, les 20, effectivement, c'est 5%. Vous avez 5% de chance de faire n'importe quel résultat. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un jeu avec donc, des classes, des races et des niveaux. Il y a notamment 20 niveaux dans lequel on peut jouer. Et le jeu va être très différent en fonction du niveau dans lequel vous jouez. En gros, entre les niveaux 1 et 5, vous êtes des aventuriers débutants. Vous allez découvrir un peu le monde, partir à l'aventure, résoudre des problèmes très locaux. Entre le niveau 5 et 10, vous allez commencer à rencontrer des personnes un peu plus puissantes. Vous allez résoudre des problèmes à l'échelle d'une région. Vous allez commencer à devenir un peu plus connu. Entre le niveau 15 et 20, vous allez intervenir à beaucoup plus large échelle. Vous allez côtoyer limite des rois, des seigneurs. Vous allez résoudre des problèmes encore plus grands, souvent à l'échelle du monde. Et entre le niveau 15 et 20, justement, là où vous allez tout le temps être à l'échelle du monde, voire à l'échelle de différents plans, en fait. Et vous pouvez aller combattre des dieux, par exemple, en arrivant à un niveau. Pas quelque chose qui est incohérent. Donc, en fonction du niveau auquel vous jouez, vous allez raconter une histoire qui va être totalement différente, qui n'a pas les mêmes enjeux. Et le but, c'est justement que votre personnage progresse et que l'histoire puisse progresser. C'est aussi une raison pour laquelle il y a assez peu de monde qui joue à haut niveau à Donjons et Dragons, parce que c'est pas les mêmes choses, c'est pas la même narration, et en tant que maître de jeu, c'est plus difficile euh, de me jeter pour des joueurs de haut niveau qui ont des capacités qui vont être très fortes. Parce que les joueurs dans Donjons et Dragons, à partir du niveau 14, ça devient quand même très fort et il y a des compétences très particulières. Et si on doit mettre des ennemis en face, bah, il faut mettre des ennemis assez particuliers. Ça dépend beaucoup du groupe. On va faire plutôt des sessions un peu personnalisées.
Ensuite, on verra ce que va nous donner l'aventure sur Vecna, qui va justement sortir cette année, et qui permettrait de jouer jusqu'au niveau 20. Euh, Sinon, en tant que joueur, ça va beaucoup être les classes. La classe va beaucoup orienter ce dont vous allez faire, en fait, durant la partie. Donc toi, Jean Cobra, t'as eu un rôdeur pendant quelques temps? Oui, c'est ça. J'étais un elfe rôdeur, donc elfe sylvain, et c'était assez sympathique à jouer, j'aime bien. Voilà, donc le rôdeur, c'est un personnage qui va être un peu lié à la nature, qui va être aussi un combattant. C'est ça. Il va avoir quelques petits sorts tranquillou. Si vous connaissez Minsk, eh ben, Minsk, typiquement, c'est un rôdeur vers de la côte des épées. Moi, j'ai joué. Ma première expérience Donjons et Dragons 5, c'était un roublard. Un roublard elfe noir. Et après, dans la même campagne, j'ai joué un paladin. On est monté assez haut de niveau, on est monté niveau 12-13 quand même. Et une autre campagne qui s'arrêtait à plus bas de niveau, j'ai joué un ensorceleur, niveau 6 ou 7, je crois, de mémoire. Sinon, après, j'ai testé un peu toutes les classes dans des one-shots ou des trucs comme ça qu'on a fait. Il y a 12 classes dans le livre de base, Donjons et Dragons, et une troisième qui est rajoutée après par différents livres, Eberron en anglais, Tasha en français, donc Chaudron des merveilles de Tasha, qui est la classe d'artificier. Voilà. Sinon, dans les classes, il y a un peu de tout. Donc, il y a des classes qui sont plutôt combattantes, comme le guerrier, le paladin, le barbare. Des classes qui peuvent lancer des sorts divins, par exemple, comme le paladin, qui est un guerrier, mais qui peut aussi lancer des sorts. Clair. Le clerc, Ouais, c'est bien ce que sûr. j'allais dire. Et il y a des classes qui peuvent lancer des sorts arcaniques, donc le barde, le magicien, l'ensorceleur, le sorcier. Euh, et il y a des classes qui sont plutôt techniques, comme le barde, c'est aussi une classe technique, et le roublard, roublard voleur, voilà. Le rôdeur, c'est aussi une classe qui va être assez technique, comme le druide, qui peut lancer des sorts et qui peut aussi se transformer, par C'est exemple. ça. Le druide, c'est une classe assez couteau suisse, elle peut faire pas mal de choses. Ouais. Chaque classe a vraiment sa propre flavor et ses propres mécanismes qui la rendent intéressante à jouer. Donc il y a quand même beaucoup de rejouabilité dans le jeu. Et quand vous jouez, vous avez votre rôle dans le groupe. Le but, c'est dans son groupe que chacun ait sa spécialité et que ça, c'est un groupe qui se complète. Que ton ta place, oui. Je sais pas si il y a des aspects du système de jeu que vous trouvez particulièrement intéressants ou pas. C'est compliqué à dire parce qu'en soi, intéressant, en fait, moi j'ai beaucoup joué à des likes en fait, même avant de jouer à la Mhm. cinquième. Donc au final, il n'y a rien qui m'a vraiment marqué quand j'y ai joué. Il y a des trucs que j'aime moins que dans d'autres jeux. Par exemple, on parle de rejouabilité. À bas niveau, je suis pas d'accord. À bas niveau, effectivement, pas forcément, parce que les personnages à très bas niveau, niveau 1 et 2, effectivement, n'ont pas beaucoup de compétences. Mais c'est aussi parce qu'à bas niveau, t'as pas beaucoup de capacités et tout, que c'est un jeu qui est facile d'accès. C'est facile d'introduire des personnes au jeu de rôle avec ce jeu-là. Mais à partir du niveau 3, toutes les classes ont leur sous-classe de débloquer. En fait, dans le jeu, quand vous jouez, entre le niveau 1, 2 ou 3, en fonction de votre classe, vous allez devoir choisir un archétype, que moi j'appelle de façon vulgaire une sous-classe, et qui va personnaliser votre personnage un peu plus. Euh, Ça va être le lignage d'ensorceleur, le serment de paladin, voilà. Le le domaine domaine de du clerc, prêtre, de clerc, oui, pardon. Le cercle pour les druides. Oui, voilà. le cercle pour les druides, et donc dans le livre de base, ça dépend des classes, il y en a deux minimum, et il me semble que pour les clercs, il y en a Le 5, magicien les aussi, il y en a domaines. beaucoup parce qu'il y a les écoles en fait. Ouais, il y a les différentes écoles de magie, donc le magicien en a beaucoup. Et dans les livres de supplément, les livres en rajoutent. Toutes les classes ne sont pas au même niveau en termes de nombre d'archétypes. Le druide, par exemple, c'est un des parents pauvres, il en a que 10, un truc comme ça, cercle. Euh, mais il y a des choses qui sont vraiment très très différentes. Et par exemple, chez un magicien, un coup, je me suis fait un chante-lame, et c'est un gameplay qui est totalement différent parce que tu peux te battre au corps à corps. Et ça, parmi justement les autres archétypes de magiciens, ben, on ne retrouve pas vraiment ça. Donc voilà, moi, mon personnage niveau 3, on l'a directement créé niveau 3.
et ben, il avait une flavor toute particulière avec un mécanisme particulier. Il pouvait justement entamer son champ, qui lui donnait des bonus, mais il devait quand même faire ses jets de concentration. Et ce principe d'avoir un jeu qui est niveau 1 et est très simple à maîtriser, et on débloque des aptitudes au fur et à mesure, et avec un certain niveau de profondeur, quand justement on est expérimenté, qu'on a des suppléments qui peut nous faire aller chercher plus loin, je trouve ça super intéressant. Pour moi, il n'y a pas forcément assez de profondeur dans le jeu de base. J'ai tendance à préférer d'autres jeux, Mhm. pour le coup, Ouais. comme Pathfinder 2 par exemple. Les fameux dons, c'est ça? Oui, en fait, bah, c'est simple, Pathfinder 2, t'as des choix à faire à chaque niveau, ce qui n'est pas le cas dans Donjons et Dragons 5. Donc je comprends que c'est moins accessible, mais moi je recherche plus de profondeur dans le système. Un autre truc qui m'a. Alors, quand on fait beaucoup de critiques sur Donjons et Dragons 5, faut se rappeler que c'est aussi un jeu qui, mine de rien, est vieux. Il a presque 10 ans en fait, et bah c'est le paysage du jeu de rôle, et pas du tout le même qu'il y a 10 ans. C'est ça. Effectivement, ouais. Et bah, par exemple, moi, il y a des trucs qui m'énervent beaucoup dans le jeu, qui me frustrent, pas qui m'énervent, mais qui me frustrent en jouant. C'est par exemple, c'est la concentration. Donc la concentration, c'est une mécanique qui fait que quand tu fais un sort, dure jusqu'à ce que tu perdes ta concentration, ou avec un maximum de temps, par exemple maximum 1 minute. Et je peux comprendre le fait que ça peut être trop fort d'avoir un sort trop long qui dure, comme dans la 3.5 où il y avait des sorts qui pouvaient durer 1 minute 40 combats, et on pouvait les accumuler, et là c'est une façon de dire qu'on n'en met qu'un seul, et je peux comprendre, sauf qu'en fait, moi imaginons je lance un sort de buff sur mon copain, je le rendre rapide, et genre le tour d'après je me prends une flèche à la con, et je rate mon jet de concentration, et ben le sort de niveau 3 il est perdu quoi. Alors, c'est le but d'avoir en fait, il faut que tu te défendes une fois que c'est comme ça. Et donc, du coup, ça sert aussi, pas forcément à dire, tiens, tu peux pas en lancer plus d'un en même temps, c'est de dire, ben, tiens, si tu lances des sorts comme ça, tu peux pas forcément avoir un personnage de corps à corps. Et puis tu deviens vulnérable. Voilà. Parce qu'il y a des personnages, tu pourrais faire des mages corps à corps tanky, qui justement se lancent des sorts soit sur eux, soit sur leurs potes pour les buffs, et qui vont au corps à corps et qui défoncent tout. Et quand ils sont frappés, il n'y a pas de malus, quoi. Ça permet de rajouter un malus. Ouais. Il y a plusieurs mécaniques comme ça. Je comprends pourquoi elle est là, moi je la trouve juste frustrante. Par exemple, je sais que dans Pathfinder, les sorts durent pas longtemps maintenant dans Pathfinder 2. Les sorts durent maximum un combat parce que c'est 1 minute et c'est rare que le combat. Ouais. Arrivera jamais à casser 3 combats en 1 minute. Parce qu'un 1 minute c'est 10 tours. Ouais. Et le fait est que ton. Tu vas pas du coup lancer tes 50 sorts parce qu'ils vont durer. Ils vont être courts. Donc tu peux pas les lancer tous en même temps. Du coup, tu gardes tes ressources pour les combats d'après. Mhm. Et c'est aussi. Et du coup, l'équilibrage du fait de pas avoir beaucoup de. Enfin, de pas pouvoir faire un mage qui va au corps à corps et se lance 50 sorts sur lui, il se fait différemment. Que, typiquement, dans Pathfinder 2, si t'as pas de classe d'armure, tu vas te prendre des coups critiques à la volée, parce qu'il y a un critique différentiel. Et du coup, tu vas finir par mourir très vite. Voilà. Mhm. Et je trouve ça un peu moins frustrant de me dire, bah, je joue un mage et je me mets derrière, je lance un buff sur mes potes, et il est là. Il va durer Ouais. jusqu'à ce Tu que n'as il plus se finisse. besoin de t'en inquiéter. Voilà. Ça, c'est juste. Voilà. Je préfère ça. Et par contre, je trouve que elle est utile sur des sortes de debuffs, par exemple, pour le coup, parce que ça laisse une chance, que ce soit aux joueurs qui se prennent le sort ou à l'ennemi, de s'en tirer. Pour le coup, Ouais. si ah mince, mon pote il s'est pris un sort de sommeil, je sais pas s'il est en concentration, mais voilà, je vais tirer une flèche sur le mec qui lance un sommeil, et bah, si je le touche, je vais pouvoir réveiller mon pote. Ça, c'est sympa encore. Mais... En termes d'univers, on est un peu libre. Il y a des setups qui existent, comme on vous a dit un petit peu plus tôt. Mais même dans le setup de la Côte des Épées, il y a différentes campagnes qui vous amènent vers différents endroits. Typiquement, si vous voulez jouer en féerie, vous avez par-delà le carnaval de Sorcelume. Si vous voulez jouer dans de l'horreur gothique, vous avez la malédiction de Strahd. Donc vous avez plein d'ambiances différentes dans lesquelles vous pouvez jouer. Par contre, en général, on va toujours rester plutôt dans la high fantasy. Il y en a qui essayent de faire des choses différentes avec Donjons et Dragons. Ça marche pas forcément trop bien. Et notamment parce que les classes, de la façon dont elles sont faites, il y a quand même beaucoup de magie. Jouer justement avec un setup où il y a moins de magie, bah, ça peut être compliqué parce qu'il y a des classes qui seraient totalement nerfs. Donc ça demanderait beaucoup d'adaptation pour faire ça. 3 classes. Guerrier, moine et roublard. En gros, ça serait ça, ouais. Alors on pourrait jouer un rôdeur par exemple, parce que le moine peut aussi lancer certains sorts avec du ki.
l'utiliser pour faire d'autres choses. Ce sont des archétypes de moines, on pourrait les avoir, mais effectivement, le rôdeur pourrait aussi être jouable, mais bon, à partir de ce moment-là, c'est c'est quoi l'intérêt, quoi, pour jouer un truc si low fantasy. Mais sinon, effectivement, le setup de base est assez complet et bien sûr, il y a du contenu tiers qui rajoute des choses si jamais vous avez envie de jouer dans un univers un petit peu particulier. Tant que c'est de la high fantasy, pour moi, ça doit fonctionner avec Donjons et Dragons. Les règles vont pas forcément être hyper adaptées à ce que vous voulez faire, mais elles vont être quand même assez simples déjà d'utilisation et assez souples pour que vous puissiez un petit peu les modifier. Typiquement, si vous avez envie de rajouter des sorts, c'est quelque chose que vous pouvez totalement faire. Il y a des extensions qui rajoutent des sorts, qu'elles soient officielles ou pas. C'est pas forcément grave. Il y a du contenu aussi, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé avant, qui est officiel mais qui est en bêta. C'est les fameux Unearthed Arcana. C'est du contenu qui a été publié par Wizard pour être testé principalement. Et en fonction des retours qu'il y avait, ils ont mis quelques coups de tournevis à droite à gauche. Notamment, il y a des classes qui peuvent être passées par ce truc-là, ou bien des races. Et notamment, il y a une classe, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, qui justement n'est jamais sortie officiellement, qui reste Unearthed Arcana, qui ira peut-être avec une future édition de Donjons et Dragons. Donc une 5.5 ou une 6? Alors, on parle pas trop de sixième édition pour l'instant. En fait, la prochaine édition qui est envisagée par Wizard s'appellerait Donjons et Dragons One. Et en fait, le but, ça serait que ça serait la dernière, enfin, dans la philosophie, et que elle serait compatible avec la cinquième édition et que tout le contenu suivant sortirait justement sur cette édition D&D One. Ils avaient déjà montré quelques règles, il me semble, ou quelques protos de trucs. Ouais, notamment avec. Donc actuellement, en fait, quand vous choisissez dans la cinquième édition votre race, il y a des modificateurs de caractéristiques qui s'associent à votre race. Des caractéristiques, il y en a 6, la force, la constitution, la dextérité, la sagesse, l'intelligence et le charisme. Ces caractéristiques-là sont super importantes et donc votre race influe donne des bonus sur ces caractéristiques-là. Parfois, vous avez un peu le choix. Et donc, dans ce playtest justement qui est sorti dans une Unearthed Arcana, vous avez ces modificateurs-là qui sont liés à votre historique, donc à ce qu'a fait votre personnage avant. Si c'est un soldat, si c'est un ermite, si c'est un, un rat de bibliothèque, et plus à sa race directement. Donc c'est un peu plus facile de faire un orc magicien, par exemple. C'est ce que je trouve sympa, parce que d'un point de vue d'un point de vue lore, je trouve ça un peu dommage de dire ah toi t'es un orc, t'es forcément stupide. Ouais, alors il y a assez peu quand même de malus dans ces modificateurs de race. Il y en avait avant et justement ils sont revenus un petit peu en arrière. Maintenant c'est principalement des bonus. Et moi personnellement, si c'est que des bonus, c'est pas grave parce que ça veut dire que tiens, t'es un orc, t'es pas forcément stupide, mais tu vas pas avoir un bonus en intelligence. Tu aurais par exemple un no elf. Donc moi ça me dérangeait pas tant que ça. Effectivement, ça peut rendre des personnages un peu plus polyvalents et dire bon bah voilà, même si t'es un demi-orc par exemple, parce que orc c'est quand même un petit peu particulier en termes de roleplay. Si t'es un demi-orc, tu peux très bien avoir grandi dans une communauté qui n'est pas une communauté orc et donc avoir été lettré depuis le début de ta vie. Et effectivement, avoir des bonus en intelligence, c'est pas forcément débile. Là où ça me gênait pas, le fait de le modifier, ça me gêne pas non plus. Voilà. Écoute, ce n'est que mon avis. Bilzy, tu parlais tout à l'heure du peu de personnalisation qu'on a sur les personnages. Et effectivement, comparé à d'autres jeux, on a assez peu de personnalisation. Là où les personnages vont avoir de nouvelles capacités quasiment à chaque niveau. Et donc on va sentir la puissance qu'on va avoir en plus à chaque niveau. Il y a assez peu de choix qui sont faits. Bien sûr, on va avoir des choix au début, avec la classe, la race, l'historique, etc. On va avoir des choix pour l'archétype de la classe qu'on va choisir. Bien sûr, on va choisir l'équipement qu'on va avoir aussi, qu'on peut faire évoluer au fur et à mesure du temps. Mais on va être un peu sur un rail en termes de capacité qu'on va avoir. Et ça a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est qu'il y a assez peu de façons de se tromper.
Mm. parce que en fait, on a un bundle de pouvoirs avec la classe, et globalement, ils vont bien les uns avec les autres. Ils sont assez équilibrés aussi. Euh, mais du coup, ça veut dire que on peut pas faire ce qu'on veut. Et par exemple, dans Pathfinder, il y a beaucoup de dons qui sont enfin, obligés de prendre, mais en fait, tu es obligé de faire un choix. Et ce choix, justement, va personnaliser ton personnage. Tu vas te dire, ben, tiens, effectivement, c'est un guerrier, mais ah, tiens, je voudrais bien des compétences de soins. Tu peux aller vers des compétences de soins. Ça simplifie aussi pour le MJ, puisque d'avoir trop de choix, ça veut dire qu'il faut avoir connaissance et arriver à connaître toute la gamme de Non, possibilités. non, Forcément. non, parce qu'en fait, c'est tes joueurs qui vont faire leur choix. Donc, t'as juste besoin de savoir ce qu'il y a sur les fiches de tes joueurs, en fait. Si tes joueurs ne prennent jamais les dons de médecine, bah, tu t'en fiches, tu les dis pas. En fait, c'est Donjon Dragon 3.5, il y avait pas mal de dons. Aussi, oui. Voilà. Et il y en avait pas mal, c'était même devenu une blague sur Pathfinder 1, qui est globalement du Donjon Dragon 3.5 copier-coller, où en fait t'as des tableaux gigantesques avec des dons qui sont mal Mm. rangés. Pathfinder 2 a amélioré ça en découpant les dons en catégories, en les rangeant, et pour le coup c'est beaucoup plus simple. Et du coup pour Donjon Dragon 5, il y a un système de dons Exactement, ouais. qui en gros tous les 4 niveaux, Ouais, tous tous les les 4 4 niveaux. niveaux de classe, vous avez le choix entre soit prendre 2 points de caractéristiques ou prendre un don. Ouais. Sachant que 2 points de caractéristiques, c'est quand même beaucoup. Et en général, On préfère prendre ça parce que voilà. c'est fort. Voilà. Les gens vont plutôt prendre des caractéristiques, et les dons sont relégués au second plan. Et le manuel des joueurs, le PHB, considère même que c'est une règle optionnelle, les dons. Ils vont pas avoir tendance à le mettre en avant. Et donc, il y en a au final assez peu, puisqu'il y en a, je vais te dire une bêtise, mais en gros une trentaine. Pour tous les dons, il y a des dons martiaux, il y a des dons, si vous voulez par exemple maîtriser une armure légère, alors que vous avez un mage, et ben vous pouvez prendre un don pour maîtriser l'armure légère, ensuite, etc. Mais là où dans Pathfinder, vous pourrez le faire simplement, là c'est un petit peu plus Et compliqué. surtout, dans d'autres jeux, les dons sont beaucoup plus impactants que ce qu'on va avoir là. Là, les dons dans Donjon Dragon 5, il y en a beaucoup. C'est pas qu'ils servent à rien, mais ils sont soit trop spécialisés, Alors, soit. mais ils peuvent vraiment être fun. Il y a des trucs qui sont vraiment cool dans les dons, mais par rapport à des augmentations de caractéristiques, bah, généralement tu vas préférer augmenter ta caractéristique. Ensuite, c'est vrai que ça dépend à quel niveau. En général, au niveau 4 et 8, on va augmenter les caractéristiques pour revoir sa caractéristique principale à 20, qui est le maximum. Donc, ça vous fait un modificateur de plus 5. Ça veut dire que quand vous lancez votre D20, vous avez plus 5 de bonus. Et ensuite, effectivement, plutôt sur des niveaux 12, 16, 20, Comme tu 32. l'as dit, jouer au niveau 16 et 20, c'est rare quand même. Effectivement. Et donc, justement, c'est ça le truc, c'est que à faible niveau, ben, on va privilégier les caractéristiques, à moins que votre MJ vous force à prendre un don. Et toi, Jean Cobra, qu'est-ce que tu aurais à dire sur le système? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimes bien ou que tu n'aimes pas? Moi, c'est un système qui est pour les joueurs assez simple à expliquer, à comprendre, comme tu l'as dit en une seule phrase, les fondements du système. Après, ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut aller plus loin avec un peu de profondeur c'est intéressant. Effectivement, comme le disait Billy, il y a des limites, mais ces limites, pour moi, sont bien pour cadrer et limiter, parce qu'avoir trop de choix après, ça peut tuer le choix aussi. Que c'est bien aussi que et cette limite-là aussi. Je suis pas nécessairement d'accord que trop de choix tu le choix parce que déjà, si tu ranges bien tes trucs, je reprends l'exemple de Pathfinder 2 parce que je le connais bien. Les dons, ok, t'en as souvent, mais en fait, ils sont rangés. À un niveau, tu vas avoir un don de ta classe, donc tu regardes où dans ta fiche de classe. Après, t'en as potentiellement 4 nouveaux disponibles par rapport à ceux que tu avais disponibles d'avant. Donc c'est pas non plus énorme. Après, tu vas avoir un don de compétences. Et ben en fait, t'es peut-être bon dans 3 compétences. Sauf si t'es un roublard ou t'es bon partout. Donc tu regardes quoi? 3 compétences. Après, tu vas avoir des dons généraux, il n'y en a pas des masses. Tu vas avoir un don de ton ascendance, donc qui est ta race dans Pathfinder. Et donc en fait, ils sont bien rangés. Et donc ça change pas le il n'y a pas de problème de choix. Moi, c'est juste que. Alors, je suis pas forcément d'accord avec toi, parce que ça peut être un peu overwhelming, comme tu as un don qui dépend de l'acquisition d'un autre don. Parfois, il faut réfléchir un petit peu plus à l'avance, de se dire, ben tiens, si je veux ce don-là à tel niveau, si tu veux un petit peu optimiser ton personnage, il faut que je prenne ce don-là forcément avant, ou il faut que j'ai telle valeur de caractéristique ou telle C'était très compétence. vrai sur Pathfinder 1, qui les dons, c'était un bordel sans nom.
Dans Pathfinder 2, c'est moins le cas parce que souvent, le don, en fait, t'as un don qui va t'en débloquer un arbre, en fait. T'as pas de suite gigantesque de dons. Mm. Et surtout, dans Pathfinder 2, t'as des règles écrites pour le retrain. C'est-à-dire qu'en campagne, ça te prend une semaine pour te dire je change un don. Ouais. Donc au final, ok, tu t'es planté, t'es pas content, mais tu peux le changer. Et surtout, en fait, les dons, la suite fait sens. C'est-à-dire que pour les dons de médecine, le premier va te permettre de soigner plus de gens, le deuxième va te permettre de soigner les gens en combat, et ensuite, ça va te permettre de soigner des gens plus rapidement. Donc en fait, ils font sens dans leur suite. Alors, c'est assez rigolo parce qu'il y a des gens qui aiment bien jouer humain. Donc, le combo classe-race le plus joué, c'est humain-guerrier dans Donjons et Dragons parce que c'est le personnage le plus facile à jouer. Mais c'est aussi les humains qui peuvent avoir des dons dès le niveau 1. Et donc, du coup, si vous voulez avoir un personnage un peu spécifique avec un don qui fait des choses un peu différentes, eh ben, vous pouvez très bien le faire comme ça. Et justement, ça amène vers un point. Avec Donjons et Dragons, on peut faire vraiment plein de trucs. Donc là, on parle pas mal de trucs pour du combat, mais vous pouvez très bien faire des scénarios d'enquête, des scénarios plutôt typés horreur. Vous avez aussi. enquête, énigme, oui. Vous pouvez... Alors, enquête, ça va plutôt être sur le général, sur le thème du scénario. Une énigme, ça va être une énigme précise. Porte pour... voilà, boîte pour... Et Donjons et Dragons fait bien un peu tout. Et c'est un peu le jeu de base quand on ne sait pas à quoi jouer ou comment, si on a une histoire en tête, comment la faire vivre. Ça fait ça fait bien tout, mais ça fait rien de très bien. Le combat, par exemple, il peut être plus stratégique dans des jeux comme Pathfinder, comme tu dis. On peut avoir de la narration qui est mieux fait dans des jeux qui utilisent le PBTA, par exemple. City of Mist? Sea of Mist, par exemple. On peut avoir de l'enquête qui est aussi mieux fait avec d'autres systèmes. Mais Avoir des systèmes plus immersifs aussi ailleurs. Parce que là, ils veulent faire un système qui est totalement découpé du lore. Alors qu'à l'inverse, il y a des jeux qui sont très ancrés dans leur lore, comme Ars Magica. Où, du coup, tu vas avoir un système où tu vas vraiment être ton magicien. voilà. C'est vrai que Donjon Dragon, du coup, c'est la volonté de découper. Et c'est un jeu qui est très peu spécialisé. Et donc, ben, c'est aussi cool parce que si vous savez pas sur quoi vous voulez vous embarquer, ben, vous pouvez faire du Donjon et Dragon, dire ben, tiens, on va faire du combat. Oh, ben, le combat, ça nous saoule. On est plutôt en mode narratif en ce moment. Et ben, on change le thème en gardant les mêmes personnages, en gardant les mêmes choses. Et on fait plus du narratif pendant un moment. Comme ça, dans une campagne, vous pouvez avoir des changements de ton. C'est pas forcément dérangeant. Et c'est d'ailleurs pour ça que bah, il prend quand même beaucoup de place dans l'univers rôlistique et que les jeux qui sortent actuellement, ben, ce sont des jeux qui sont spécialisés parce que Donjons et Dragons prend déjà cette place-là de jeu polyvalent en fait. On l'avait vu précédemment, Donjons et Dragons s'adresse à un public très large, aussi bien débutant que rôlistes avancés. Est-ce que ça les frustre pas, les rôlistes avancés? Si, non, je plaisante. Moi, je trouve que j'ai pas d'intérêt à Donjon Dragon 5 personnellement en tant que maître de jeu. Parce que je préfère des jeux soit qui sont très spécialisés dans ce qu'ils font, comme Ars Magica, PBTA aussi, les jeux sont souvent très très spécialisés côté narratif. Et même dans les jeux très ludiques, type Donjon Dragon, Pathfinder, probablement d'autres que je vois, j'oublie, je trouve que c'est pas celui qui me plaît le plus. Voilà. Moi, très honnêtement, j'aime beaucoup Donjons et Dragons, même en tant que rôliste confirmé, à la fois en tant que joueur et maître de jeu. Déjà, en tant que maître de jeu, parce que j'aime faire découvrir cette passion à de nouvelles personnes, et que c'est un jeu qui permet de le faire assez simplement. Qu'avec tout le contenu qu'on a, eh ben, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, il y a des situations un petit peu particulières, des univers particuliers, il y a des règles un petit peu spécifiques. Si on veut, on a des choses assez simples à faire. Des choses un petit peu plus compliquées, un petit peu plus poussées si justement on le désire, avec des ambiances qui sont aussi totalement différentes. Et donc, à mon sens, même un rôliste confirmé peut très bien s'amuser sur du Donjon et Dragon, même si en fait la plupart finissent par homebrew et donc du coup faire leurs propres règles et leur propre univers, leur propre campagne pour ce qu'ils ont envie de faire, mais toujours sur une base de Donjon et Dragon.
Ah mais de toute façon le jeu est amusant dans tous les cas, hein, c'est pas un mauvais jeu. C'est juste que, enfin voilà, juste que je précise, hein, j'ai rien contre le jeu. Tu raison, le jeu reste amusant, surtout en tant que joueur en fait. Mmh. Mais, mais oui voilà, tu raison, le jeu reste très amusant, c'est juste que, bah, moi je préfère d'autres choses. Et on vous remercie d'avoir été avec nous pour cet épisode. Merci Bilzy. Merci à toi et à bientôt pour un autre épisode. Merci Jean Cobra. Merci et à bientôt peut-être sur une table de Donjons et Dragons. Et on vous rappelle qu'on est la guilde des maîtres de jeu. On met plein de liens dans la description, notamment le lien vers notre Discord. Et à bientôt. À bientôt.